Bonjour Claudia Matonio, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, merci de de m'avoir invité pour cette séance. Alors, voilà, je suis Claudia Mattogno, je vis à Rome, je suis architecte, urbaniste, je suis professeure à une école d'ingénieurs de la Sapienza, l'Université de Rome. Et voilà, je suis aussi présidente d'une association de femmes qui s'appelle Donne Terremutate et qui a comme but celui de construire une maison de femmes à L'Aquila, une ville qui a été bouleversée par un tremblement de terre il y a très longtemps, en 2009. Voilà, alors donc je suis enseignante et je fais de la recherche comme toute universitaire. Et mes champs de recherche sont très concernés par le travail des femmes dans l'architecture, dans l'urbanisme. Donc, je m'intéresse à la production de l'espace physique et social, disons, dans la programmation des espaces pour réaliser une ville qui soit inclusive. Et en ce moment, je travaille sur un projet de recherche qui vise les généalogies des genres dans l'architecture. Et disons, c'est un but que je poursuis depuis quelques années dans l'ambition de donner une contribution à écrire une nouvelle étape dans l'histoire de l'architecture. C'est très bien. Pouvez-vous nous dire à partir de quand on a pu inscrire dans les écoles d'architecture les femmes, et en Europe et ainsi que dans le monde? Alors, disons qu'entre la fin du 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle, il y a eu beaucoup d'écoles qui ont ouvert, disons, les portes aux femmes. C'était des écoles d'architecture, c'était des écoles d'ingénieurs, mais il y a eu beaucoup de difficultés. Alors, nous savons que la première qui s'est diplômée en architecture était une Américaine. Bon, évidemment, les États-Unis sont toujours à l'avance, c'était les nouveaux mondes, donc c'était plus facile pour les femmes de s'affirmer. Et donc, on sait que la première qui s'est diplômée en architecture s'appelait Mary Page. Et c'était en 1873. Donc, ça fait quand même assez longtemps. C'était d'une école d'architecture dans l'Illinois. Et puis, il y a eu l'école de Berkeley aussi, l'université de Berkeley qui était, disons, très, très ouverte, comme toujours, comme elle est maintenant, non? Elle avait déjà une bonne renommée de liberté. On sait aussi que l'autre, sur le côté atlantique, le Massachusetts Institute of Technology avait ouvert ses portes aux femmes. Et on sait qu'en 1884, c'est Marion Mahoney qui est diplômée architecte. On la verra plus tard parce qu'elle a été une des figures plus importantes dans l'atelier de Frank Lloyd Wright. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bon, les écoles ont ouvert, donc les écoles ouvraient aux étudiantes filles, aux femmes, et c'était plus facile d'ouvrir les écoles que non la profession. Donc, voilà, disons, les femmes pouvaient se diplômer parce que c'était encore conçu comme quelque chose qui faisait partie d'une éducation, mais elles ont eu plus du mal à s'affirmer dans la profession. Alors, si vous pensez que, par exemple, la célèbre école du Bauhaus, hein, celle qui a été fondée par Walter Gropius et qui a été fondée en 1919 en Allemagne, eh bien, elle s'affichait comme une école très libérale, très ouverte, très, très contemporaine. Donc, elle était ouverte à tous, donc pas spécifiquement aux femmes, mais en disant tous, elle incluait les femmes. Eh bien, il y a eu tellement de femmes qui se sont inscrites en première année que Walter Gropius a eu beaucoup de peine et qu'est-ce qu'il a pensé? Ben, il a pensé qu'il c'était mieux de faire une place à part pour les femmes, de les confiner dans un laboratoire, dans un atelier de tissage. Et alors, ces lieux
bon, les tissages, c'était toujours une spécialité des femmes, donc c'était très féminin, ça dérangeait personne. Alors, c'était des endroits qui étaient à la fois des endroits d'autonomie, parce que les femmes avaient une place toute entière pour elles. Donc, c'était des endroits importants pour développer, enfin, de potentialités, pour faire des expérimentations. C'était vraiment des places importantes. Mais en même temps, c'était un territoire à part. Donc, les femmes étaient cantonnées dans un espace qui ne dérangeait pas les collègues masculins, enfin les collègues masculins. C'était toujours des endroits que les hommes ne voulaient pas. Donc, les femmes ont dû trouver sa place en perçant dans les endroits comme ça, dans les coulisses, pour s'afficher là où il n'y avait pas de concurrents, si vous voulez. Mais ça, c'était une limitation au début, mais en même temps, c'était après une grande force parce qu'elles ont su, bon, ces femmes, elles ont su retourner des choses qui étaient contre et se sont affirmées. Et voilà, on a connu beaucoup de pionnières comme ça. Et il y a une autre chose, si je peux ajouter, parce que la célèbre école de Harvard aussi, donc l'université de Harvard, eh bien, elle n'acceptait pas les femmes. Et du moment qu'il y avait beaucoup de pression, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui demandaient d'entrer dans les écoles d'architecture, alors elle a fondé en 1915 une école spéciale pour les femmes. C'était la Cambridge School of Architecture and Landscape Design for Women. Et ensuite, elle a pris le nom de Cambridge School of Domestic and Landscape Architecture. Et c'était une école universitaire qui a existé de 1915 à 1942, quand finalement la faculté, l'école d'architecture a ouvert ses portes aux femmes. Bon, ben voilà, on pourrait en parler pour longtemps, mais enfin, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps quand même. Vous avez aussi parlé dans votre texte des femmes qui étaient les ombres des hommes. Vous pouvez en citer quelques-uns, quelques-unes. Oui, alors, je vais dire, ces problèmes, alors, disons, les femmes ont eu beaucoup de difficultés à s'affirmer parce qu'il fallait lutter contre des préjugés, il fallait lutter contre surtout des collègues hein, qui s'inquiétaient d'avoir de la concurrence. Ce n'étaient pas les familles qui étaient des obstacles. On a remarqué avec des études que ces femmes, soit qu'elles s'inscrivaient en école d'ingénieur, soit qu'elles s'inscrivaient en école d'architecture, elles provenaient d'une famille déjà où il y avait des architectes ou des ingénieurs, où les parents les supportaient d'une certaine façon. Donc, elles ont eu l'encouragement de la famille. Mais par contre, elles ont eu beaucoup de mal avec le côté professionnel parce que, disons, les hommes étaient jaloux de pouvoir limiter ces champs d'application. Et donc, très souvent, ben, voilà, il y en a eu il y a eu beaucoup de femmes, surtout dans le XXe siècle, hein, pas maintenant, heureusement, qui sont connues par les noms de leurs époux. Hein. Donc, on se souvient d'elles parce qu'elles étaient la femme d'Alvar Aalto, par exemple, Oui. comme Aino Marcio. Hein. Elle a épousé Alvar Aalto en 1923. Elle a partagé tout à fait son travail. Ils ont fait plein de choses ensemble. Mais c'est lui qui a été récompensé en 1936 aux États-Unis avec un prix spécial pour l'exposition universelle de New York. Et bon, on en connaît plusieurs, mais on en parlera peut-être après. Disons, il y a certaines femmes, pourquoi on les connaît avec leurs époux? Parce que c'est évident, quand on étudie l'architecture, c'est un travail passionnant, ce sont des études assez longues, donc c'est très fréquent qu'on devienne couple, qu'on se marie ou pas, mais qu'on partage les études, les passions. L'architecture, c'est pas seulement un travail, c'est une passion, c'est une vie. Et donc, c'est assez fréquent qu'il y a des couples dans l'architecture. Alors, on peut se souvenir de Ray et Charles Eames, hein, les Américains, ou les Anglais Ellison et Peter Smithson,
ou les Finlandais Raili et Reima Pietila. Ou alors en Italie, ils ne s'étaient pas mariés, mais c'était un couple dans le travail, Franco Albini et Franca Helg. Et donc, il y en a plein. Il y en a plein de femmes qui ont disparu derrière l'homme plus important. Parfois, elles se mettaient un peu à l'arrière parce que c'était quand même dur de s'affirmer dans une agence. Même maintenant, hein, c'est difficile de partager la vie familiale et la vie d'une agence qui a des temps de travail qui sont très longs, très longs dans la journée. Donc, il faut toujours choisir pour une femme. Hein. Pour les hommes, ce n'est pas aussi évident. Et bien, donc, il y en a beaucoup. Par exemple, on connaît, j'avais parlé tout à l'heure de Mariam Mahoney, qui était une des premières à se diplômer à l'MIT. Eh bien, elle a travaillé pendant plus de 15 ans avec Frank Lloyd Wright. Elle était dans son agence quand il s'était enfoui en Europe pour des questions de dette et des questions de femmes. Donc, elle a tout supporté sur ses épaules, elle a tout dessiné et ce n'est que maintenant, depuis quelques années, qu'on connaît que tous les dessins qu'on connaît de Frank Lloyd Wright, tous les dessins des projets de maisons des prairies, eh bien, c'est elle qui les a dessinés. Et aussi, ce n'est que depuis quelques années qu'on connaît que les célèbres pavillons de Barcelone, qui est un des chefs-d'œuvre de Mies van der Rohe, eh bien, c'est Lili Reich, sa collaboratrice en Allemagne, qui a suivi tous les travaux, qui a dessiné plein de choses, plein de détails, et qui a suivi les travaux, les chantiers et tout ça. En même temps, vous pouvez nous citer d'une Allemande célèbre et puis d'une Française célèbre aussi. Ben, il y en a beaucoup. Tout à l'heure, on parlait des premières. Alors, la première qui s'est diplômée en France, ce n'était pas une Française. C'était une Californienne, hein? C'était Julia Morgan qui a réussi à se faire inscrire à l'école des Beaux-Arts à Paris, par exemple. En Allemagne, et puis en Allemagne, il y en a plein aussi. On peut se rappeler de Margaret Schutliowski, qui est plutôt une Autrichienne d'origine, elle n'est pas allemande, enfin, elle est allemande de formation. À laquelle on doit la célèbre cuisine de Francfort. Donc, un modèle de cuisine qui était tout à fait ergonome. Donc, c'est la première qui s'est posé les problèmes de l'ergonomie du travail dans une époque où les femmes n'étaient plus les maîtresses de la maison, mais c'était des femmes qui allaient au travail, donc qui avaient besoin des espaces, comment on peut dire, fonctionnels pour partager mieux les tâches du travail en dehors de la maison. Et il y a aussi une femme qui a beaucoup travaillé sur l'aménagement de la maison, des espaces, pour les rendre plus rationnels, en même temps plus beaux. Eh bien, c'est Charlotte Perriand, aussi elle n'a jamais fait couple, hein, mais avec Le Corbusier, mais elle a travaillé dans l'agence de Le Corbusier et d'ailleurs, elle a eu du mal à se faire accepter. Mais Le Corbusier même a reconnu son grand talent et jusqu'à il y a une dizaine d'années, le meuble qu'ils ont dessiné ensemble, c'était connu par la chaise longue de Le Corbusier ou le fauteuil de Le Corbusier, alors que c'est Charlotte Perriand qui les a dessinés. Donc, on a toujours du mal à s'affirmer et on a toujours du mal à afficher son nom en premier. Mais de moins en moins, je vais dire, hein, parce que les jeunes générations ont beaucoup changé, heureusement. Ça, on parle des femmes qui ont vécu dans la première moitié du XXe siècle, quand même. On va aborder la question du prix. Donc, depuis 1979, seulement 5 femmes ont obtenu le prix Tzker, récompense prestigieuse, considérée comme l'équivalent du prix Nobel de l'architecture. Zaha Hadid en 2004, Kazuyo Shijima en 2010, Carmel Pignem en 2017 et Yvonne Farla et Sheila McMahon en 2020. Grafton Architects sont des Irlandaises qui ont été aussi honorées par le prix anglais et par l'équerre d'argent. Bon, donc 5 femmes depuis 1979, c'est très peu. À partir de quand les femmes ont vraiment émergé en architecture?
Écoute, ça, c'est un peu difficile, non, de répondre à cette question comme ça en très peu de temps. Et je préfère un peu formuler la question d'une manière différente. J'aimerais dire plutôt, depuis quand la presse, l'opinion publique, les institutions, les élus, l'académie, les architectes même, depuis quand on commençait à réaliser qu'il y avait plein de femmes, hein, qu'il y avait des femmes compétentes dans l'architecture. Donc, je pense que maintenant, il faut dire, comme on disait en 1968, il faut continuer les combats parce que ce n'est pas évident. Alors, il y a plein d'architectes dans le monde, d'architectes femmes, mais il faut toujours s'afficher comme architecte femme et pas seulement comme architecte. Bon, ça aussi, c'est un autre sujet à développer, hein. On pourrait en parler beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire une chose, que d'abord, pour répondre à la question Pritzker Prize, il faut dire que les jurys sont formés par des hommes. Donc, bon, c'est assez facile de passer. Alors, il y en a seulement 5 parce que ce n'est pas évident et surtout parce que, comme Alvar Aalto en 1936, il y a eu aussi ces prix qui étaient décernés à Dennis Scott Brown. Voilà. Et alors, les jurys ont répondu que malheureusement, bon, les prix étaient décernés, on ne peut pas faire autrement. Bon. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux citer quelques données. Hein. Oui. Il y a la revue Habitare qui, il y a 2 ans, a réalisé une étude qui avait comme titre l'ascension des femmes dans l'architecture, hein, la scalata delle donne nell'architettura. Bon, ça veut dire comment les femmes grimpent dans l'architecture. Alors, eh bien, il y a beaucoup de femmes. Hein, ils ont réalisé cette étude sur le total des inscrits aux ordres des architectes dans différents pays en Europe. Eh bien, il y en a, les femmes sont le 58% en Grèce, les 51% en Suède, les 42% en Italie, les 38% en France. La Grande-Bretagne et les États-Unis se placent beaucoup plus en bas, ils ont seulement le 25% de femmes architectes. Et l'Autriche, c'est le pays en Europe qui a les plus bas taux d'architectes femmes qui enregistrent seulement les 18%. Donc, je veux dire, ces chiffres montrent qu'il y a beaucoup de femmes dans l'architecture, mais qu'il y a beaucoup quand même de déséquilibres, de préjugés, de différences de salaire. Et donc, cette inégalité des prix en architecture, moi, je les considère un scandale. Hein. Et même si on fait un petit jeu avec les étudiants, il n'y a pas beaucoup d'étudiants dans les écoles contemporaines qui connaissent plus de 5 ou 6 noms de femmes architectes. Et je peux dire aussi qu'il y a beaucoup d'historiens qui continuent à penser qu'il n'y a pas de femmes dans les domaines de l'architecture qu'à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, donc très récemment. Et il est facile de constater, hein, si vous allez sur Wikipédia, hein, bon, c'est très, très facile. Alors, si vous entrez sur Wikipédia France et vous tapez architecte du XXe siècle, alors il y a 200 entrées, hein, donc il y a 200 noms. Alors, en France, il y a seulement 27 femmes architectes. En Italie, sur 200 entrées, 200, il y en a 20. Donc, vous voyez, on n'est pas bien placé. Et alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du talent et qui réalisent plein de choses. Donc voilà, il faut lutter contre ces scandales des prix. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les femmes architectes en Italie? Ah, ça fait du mal, ça. Hein, les Italiennes ont beaucoup de mal à s'affirmer. Parce qu'en Italie, c'est l'architecture même qui n'est pas reconnue, qui n'est pas valorisée. Je peux dire qu'il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, pour les femmes, c'était une grande occasion, une grande opportunité d'entrer dans le monde de la profession. Parce qu'il y a eu nombreux concours qui ont été lancés à cette époque pour la reconstruction. Et donc, c'était pour ces femmes une bonne opportunité, même si à l'époque, ce n'était pas
très facile de s'installer. Hein. Mais il faut dire aussi que les écoles d'architecture n'avaient ouvert qu'en 1920. Hein, parce qu'avant, il n'y avait pas des écoles d'architecture, il n'y avait que des écoles d'ingénieurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de femmes ingénieures dans l'histoire que non de femmes architectes. Et donc, à partir de 1920, les femmes s'inscrivent à l'architecture, mais elles ne sont pas très nombreuses. Donc, le nombre de femmes monte très doucement. Elles sont quelques-unes par an. Elles arrivent à être une dizaine. Elles arrivent même à être 15 dans les années 50. Donc il y a eu vraiment une place importante de femmes qui est après la réforme du 1968. Donc le mai 68 a été pour toute l'Europe un moment qui a déclenché beaucoup de liberté, beaucoup de réformes, même dans les universités. Et donc voilà. Et ce que je peux dire, c'est que les femmes en Italie s'affirment très difficilement parce qu'il n'y a pas de réalisation d'architecture en Italie, parce qu'il n'y a pas de concours. Souvent, les concours, c'est seulement des concours d'idées, ou bien ils sont jamais réalisés. Donc, c'est beaucoup d'investissement et puis pas de rentabilité, vous voyez. Donc, enfin, je suis très désolée, les femmes italiennes, heureusement qu'il y a des concours en France, donc c'est pour ça que les femmes italiennes ont un peu de chance de participer au concours français. Donc, justement, en France, vous avez été la présidente du jury du prix des femmes architectes. Que pensez-vous de ce prix? Alors, disons, si on parle des prix réservés aux femmes, c'est comme l'atelier des tissages de Gropius. C'est un espace de liberté, mais en même temps, c'est un espace confiné. Bon, donc, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'architectes. Les avis sont partagés, hein, je vais dire. Mais quand même, je pense que c'est un prix très important parce qu'il faut donner plus de place aux femmes. Donc, il faut trouver tous les moyens. Et le fait que ce prix reçoive année après année une attention plus importante, beaucoup plus de femmes qui s'inscrivent, c'est un témoignage de quelque chose, d'un besoin qui est ressenti par les femmes mêmes. Donc voilà, donc le nombre de participants augmente chaque année. Et puis voilà, c'est un prix qui est parti sur la France, mais qui maintenant est ouvert aussi à l'Europe. Et ça, c'est un signe important, moi, je trouve, parce qu'il faut se penser, il faut réaliser qu'on a les États-Unis d'Europe. Hein. Il faut penser plus à ces termes. Je crois qu'on va gagner plus. Et voilà, donc j'ai été très frappée par ces prix, parce que j'avais été très frappée par donc la participation et pour l'éventail aussi des projets que ces femmes avaient présentés. Donc, il y avait des projets importants, mais il y avait des équipements publics, il y avait des écoles, il y avait des équipements de sport, il y avait des projets de logement, hein, des quartiers même de logement, pas des ensembles, hein, pas la petite maison. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu beaucoup de projets qui prêtaient attention aux thématiques de l'écologie, donc des nouveaux matériaux, le bioclimatique, les constructions en bois, donc une attention à ce qui est un peu la question de l'environnement. Dernier point, pour finir, pour le 8 mars, nous proposons des améliorations et des préconisations pour les femmes architectes dans l'architecture. Je voudrais faire éclater les récits dominants de l'architecture, qui est masculin par une grande partie, qui a laissé les femmes trop souvent en marge de l'histoire de l'architecture. Alors, les livres d'histoire d'architecture jouent un rôle très important dans la transmission de la culture, dans la formation, dans la diffusion des normes, dans la diffusion des valeurs, dans la diffusion des modèles. Eh bien, ce sont des moyens pour faire les relais entre les vieilles générations et les générations nouvelles. Alors, depuis des dizaines d'années,
toute la pensée féministe et féminine a beaucoup travaillé sur la redécouverte des femmes. Et il y a eu plusieurs études, des recherches qui ont mis en lumière l'importance des femmes comme critiques, comme créatrices, disons, comme protagonistes de la transformation de l'espace bâti. Mais les livres d'architecture, d'histoire d'architecture, ne se sont pas rendus compte. Elle continue à citer quelques-unes seulement. Hein. Parfois, Charlotte Perriand, elle est citée dans une note. Hein. Lina Bobardi, elle n'est même pas citée, alors que bon, elle est connue comme italienne et brésilienne, hein, qu'elle a beaucoup travaillé. Alors, moi, je pense que mon propos pour le 8 mars, c'est d'inclure, de faire partager et de faire affirmer ces nouveaux regards sur les femmes qui sont de conceptrices et dans l'architecture, dans l'urbanisme, dans le design. Et donc, je pense que notre nouvelle histoire, ce n'est pas history, ça doit être un her story. Donc, prendre en considération les femmes et écrire des nouveaux chapitres de cette histoire de l'architecture, c'est important. Voilà, ça c'est mon propos. Merci beaucoup. Hello, bonjour Angela Brady. Bonjour Catherine. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour et très bonne journée à toutes les femmes, Journée internationale des femmes. Je m'appelle Angela Brady, je suis la directrice de Miro Architect et j'habite à Londres depuis 30 ans. Et comme vous l'avez sûrement entendu, je suis irlandaise d'origine. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Comment vous êtes devenu architecte et quels sont les mots-clés de votre carrière? J'étais diplômée à Dublin, à l'Institut de technologie. Il n'y avait pas de travail en Irlande. Alors, j'ai obtenu une bourse pour aller au Danemark pour étudier le cohabitat, ce qui m'a permis d'une certaine manière de vivre. Puis, je suis allée à Toronto pour 1 an. Et comme je n'avais toujours pas de travail en Irlande, je me suis dit que j'irais travailler à Londres. Comme beaucoup de mes camarades étaient basés là-bas, il y avait un boom du travail. Je pensais que j'allais y rester quelques années, mais en fait, je suis toujours là et je n'ai pas de regrets. Vous travaillez avec votre mari. Quelles sont vos répartitions? Qui fait quoi? Après avoir travaillé pendant quelques années dans des grandes et moyennes agences d'architecture à Londres, j'avais une vie sociale très dynamique. Nous jouions au softball et j'ai repéré mon mari, Robin Mallium, qui est devenu mon mari et mon partenaire. Cela fait 30 ans. Nous travaillons comme des partenaires égaux. Nous avons 3 antennes de notre agence avec chacun une équipe. Cela dépend de la récession économique ou non. Nous travaillons sur différents édifices. L'édifice le plus important sur lequel nous avons travaillé est de 200 pièces dans le centre de Londres. Il est composé de logements sociaux et de logements privés. C'est un grand édifice que nous avons réalisé jusqu'à maintenant avec un usage mixte. C'était un très grand bâtiment, mais on a dû le démolir, plus de 23 maisons. Donc, la communauté locale a été très impliquée pour cette construction. Pensez-vous que la parité est en bonne voie dans votre pays? En Angleterre, il y a encore une grande disparité dans le domaine de l'architecture. Il y a 35% de femmes qui travaillent dans les grandes agences et en tout, il n'y a que 26% de femmes dans les agences en général. Mais dans les universités, on est à 50-50, ce qui n'est pas si mal. Nous devons avoir une meilleure parité. Nous devons arriver à ne plus croire que nous devons lutter pour devenir une femme architecte ou pour être une femme noire architecte.
Je pense qu'il est très important pour une égalité que nous reflétions mieux notre communauté. Et si nous sommes 50-50 dans la communauté, nous devons être 50-50 à pratiquer. Il faut donc pousser les choses pour que cela marche. Et c'est ce que toi et moi, nous essayons de faire depuis 20 ans. Vous avez participé au jury du prix des femmes architectes il y a 9 ans. Que pensez-vous de cette initiative ? Je pense que c'est merveilleux que ce prix fasse reconnaître le travail des femmes architectes depuis tant d'années. Je pense que c'est fondamental, car sans cela, cela n'existerait pas. Je pense aussi que si l'on ouvre les yeux des gens, ils pourront dire « Oh, je ne connaissais pas, oh, c'est un point de vue ou un autre ». C'est comme ça que l'on défend les femmes architectes. Dans un sens, j'ai l'impression que les choses sont en train de s'améliorer, car par exemple en Irlande, les plus grandes agences d'architecture sont des femmes qui ont gagné tous les prix d'architecture, comme Grafton Architect, qui a eu le Pritzker. Dans le haut de l'affiche, il y a des femmes. Et il en faut toujours plus. Comme je le disais, il faut que les femmes représentent nos sociétés avec toutes ces diversités. Comme vous le savez, il y a un prix des femmes architectes en Angleterre organisé par The Architect Journal. Pensez-vous que c'est une bonne manière pour valoriser les femmes? Je pense que le prix de l'Architect Journal est très bien, parce que, encore une fois, cela permet de donner une reconnaissance au travail des femmes. Je pense qu'il devrait être un peu plus ouvert. Être free et gratuit, être un événement gratuit par exemple, parce que le prix de participation est très cher, ce qui empêche beaucoup de gens d'y assister. Je pense que c'est bien d'avoir cette reconnaissance, ce sur quoi je travaille depuis l'an 2000. C'est une belle manière de montrer notre travail et de dire « Hey, regardez, nous sommes doués aussi bien que les hommes pour ceci ou cela. » Il y a quelques années, vous avez fondé le groupe Diversity avec le Global Snowboard. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, en 2003, avec mon groupe Architect for Change du RIBA, Royal Institute of British Architects, nous voulions célébrer toutes les diversités dans les villes. Nous avons commencé avec Londres, avec 50 personnes, puis nous sommes allés dans 34 villes autour du monde. Et bien sûr, nous sommes allés à Paris, nous avons fait ça avec l'ARVA, tout comme dans de nombreuses villes européennes, en Chine, aux États-Unis aussi. Et dans chaque ville, nous demandions « Donnez-nous 10 noms de vos meilleurs projets réalisés par des personnes discriminées de la diversité. » Et cela, nous avons fait de plus en plus de noms, de projets. Dans ce sens, cela s'appelait Snowball, comme une boule de neige qui grossit et grossit toujours plus. En 2010, nous avons invité tout le monde à Londres et nous avons pu constater cette amélioration. Nous voulions le faire encore dans 10 ans. Les choses sont en train de changer, mais très lentement, et cela pourrait aller plus vite. Cela s'explique par la récession économique. On constate que très souvent, ce sont les femmes qui sont pénalisées en premier lors des récessions. Cela n'empêche pas que nous restions debout et que nous continuions à travailler et à lutter pour plus d'égalité et de reconnaissance. Une question, en tant que femme architecte, comment obtenez-vous vos projets? Participez-vous à des compétitions, des appels d'offres? Et que c'était très intéressant comme question, car nous avons un système très complexe pour obtenir un travail avec le gouvernement et les autorités locales. Et les grandes agences sont toujours favorisées, ce qui défavorise les petites. Pour le moment, je ne trouve pas que ce soit un système très juste. Maintenant, nous sommes sortis de l'Europe. Le système reste le même, car les règles n'ont pas changé. Pour être honnête, je crois que qui se ressemble s'assemble. Donc la plupart de nos clients sont des femmes. Et la plupart de nos projets sont à vocation sociale.
car nous voulons donner la meilleure et promouvoir une architecture de qualité durable. Et c'est pourquoi, lorsque nous travaillons, nous consultons souvent les habitants du lieu et nous rencontrons toujours plein de gens différents. Donc, récemment, pour un de nos derniers projets, ça n'a pas été très facile, très loin d'ici. Donc, dans le projet Brickworks, qui n'est pas très loin d'ici, nous avons consulté la communauté locale en parlant de 50 groupes de personnes différents afin de comprendre ce dont ils avaient besoin en incluant 34 logements sociaux. C'est un de nos projets favoris avec une grande mixité, avec la communauté locale qui a contribué. Car en tant qu'architectes, nous ne pouvons pas penser savoir ce dont ils ont besoin. Je trouve que cela toujours très arrogant de penser que l'on sait ce qu'il faut aux gens pour sans leur demander. Il faut prendre en compte toutes les particularités, écouter, sentir les besoins de chacun. Dans ce sens, je pense que les femmes ont une grande capacité à écouter les clients et transformer cela en projet. C'est comme ça que les clients vont être beaucoup plus satisfaits de nos réalisations. Nous sommes maintenant le 8 mars, Journée internationale des femmes. Quelles sont vos recommandations pour améliorer la condition des femmes architectes? Je pense que la meilleure façon est de penser comme des modèles pour les générations futures. Toutes les femmes architectes sont un modèle. Allez dans les écoles, vous verrez un modèle. Les jeunes diront « Je voudrais une carrière comme celle-là, j'adore ce projet ». Vraiment, l'architecture aujourd'hui doit essayer de créer un futur plus durable pour l'environnement. Plus on peut engager les gens dans ce changement, nous les architectes, nous avons un rôle important à jouer sur ce thème. Et plus on est représentant de la diversité dans notre profession, plus nous irons vers un monde plus durable. Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes optimiste pour la condition des femmes architectes, n'est-ce pas? Mais oui, c'est notre moment maintenant. Oui, nous sommes très nombreuses et nous ne devons pas nous cacher ou avoir honte. Et je voudrais te dire, Catherine, qu'avec le prix Les architectes d'Angleterre et d'Irlande du RIBA, nous sommes très reconnaissantes. Et nous avons, avec le RIBA aussi, on voit que lorsque nous nous unissons, nous sommes plus fortes. Nous n'allons pas abandonner, car maintenant il y a des lois pour nous protéger, pour l'égalité des salaires, par exemple. Et mon adage est « femmes et hommes ensemble », car ce n'est pas une lutte des uns contre les autres, mais c'est en travaillant ensemble qu'à la fin, nous ferons un monde meilleur. You know, there are laws there to protect our rules, and we want to go forward positively, because my motto is, women and men together make the best architecture and place. And it's not a fight among ourselves. It's that working together that really, at the end, will make better architecture for all. Thank you very much. Good. Thank you, Catherine. À bientôt. À bientôt. Bonjour Bettina, vous êtes là maintenant le 8 mars. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour Catherine, merci beaucoup. Je suis Bettina Dreyer. Je vis dans le sud de l'Autriche, à Graz, qui compte près de 300 000 habitants, près de la Slovénie. Avec mon mari, qui lui aussi est un architecte. Nous avons 2 filles qui ont fini leur master à l'université de Graz. Elles sont adultes maintenant. Pouvez-vous nous parler de votre carrière? Quel est le projet le plus important que vous avez réalisé? Est-ce que vous travaillez encore? Et quand avez-vous commencé à faire partie de l'ordre des architectes de votre pays? J'ai fini mes études d'architecture en 1998 et j'ai commencé par travailler dans des agences d'architecture pour me faire de l'expérience. Je suis devenue membre de l'ordre des architectes et j'ai ouvert ma propre agence. Mon mari et moi travaillons dans la même agence, mais sur des projets différents.
Elle a fait beaucoup de projets de réhabilitation, de reconstruction, de monuments historiques de différents types, autant que dans les zones rurales qu'à la ville. Par exemple, elle a travaillé sur des édifices ayant plus de 300 ans. Aujourd'hui, depuis maintenant 10 ans, elle travaille à la cour autrichienne en tant qu'experte de structure et d'ingénierie. Et elle doit dire que dans ce domaine, au moins en Autriche, on compte très peu de femmes. Pour vous donner un exemple, tous les ans, il y a un congrès international en janvier et on peut y compter seulement 8 femmes sur la liste des participants. Nous organisons maintenant depuis 9 ans le prix français des femmes architectes et l'année dernière, vous avez été membre du jury. Que pensez-vous de cette initiative ? Je pense que le prix des femmes architectes est une merveilleuse initiative qui permet de mettre en avant les femmes architectes et de leur donner la possibilité de valoriser leur travail. Nous, les Autrichiennes, de l'équipe des femmes autrichiennes dont je fais partie, nous sommes reconnaissantes d'avoir pu participer à ce prix à Paris. Merci à vous, Catherine. J'étais vraiment ravie de faire partie du jury cette année, car cela m'a permis de voir le merveilleux travail de toutes ces femmes architectes qui ont participé et de mieux comprendre le fonctionnement de ce prix français. D'après ce que j'ai compris, vous avez envie de faire le même prix en Autriche. Où en êtes-vous de ce projet ? Avec le comité des femmes architectes de l'Ordre, nous avons essayé de mettre en place un prix depuis quelques années. Pour cela, nous avons parlé avec 2 ministres des droits des femmes et 2 gouvernements différents, avec notre chancelier, avec plusieurs départements de la chancellerie fédérale, pour enfin comprendre qu'ils ne nous soutiendraient pas vraiment sur ce projet. Alors récemment, nous avons décidé de faire un prix sans appui politique. Il y aura donc un prix des femmes architectes en 2022. Nous sommes actuellement en train de travailler sur le site, ce qui fait que ça nous permettra de mettre en place le jury, la plateforme de dépôt des dossiers, etc., etc. Je suis très heureuse d'entendre ça. Vous êtes la présidente du groupe Yes We Plan en Autriche, avec l'Ordre des architectes et ingénieurs d'Autriche et de Slovénie, d'Allemagne, et l'Université de Polytechnique de Valence en Espagne et l'Arvan en France. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément le but de ce projet ? Je vais d'abord vous expliquer la raison pour laquelle nous avons commencé ce projet. Au début, il fallait démontrer et faire accepter aux hommes de l'ordre que les femmes avaient besoin de leur propre groupe pour s'unir et débattre sur les difficultés liées à leur sexe et dans leur travail d'architecte, qui est une profession majoritairement masculine. Je dois dire que nous avons dépassé cette phase et désormais l'Ordre des architectes nous soutient beaucoup. Et nous avons trouvé que la situation en Autriche est très inégale. Nous voulions savoir comment cela se passait dans les autres pays européens et c'est pour ça que nous avons préparé ce projet. La première étape que nous avons faite en tant que représentante de la France pour l'ARVA est d'analyser, de comparer les situations entre les différents pays. Ensuite, pour la deuxième étape, nous essayerons de remonter en amont et d'expliquer les raisons de ces différentes situations. Puis nous analyserons les initiatives qui favorisent les femmes architectes et les ingénieurs dans leur pays. Enfin, nous essayerons d'apporter un exemple de ces initiatives dans les autres pays et nous formulerons des instances à présenter au niveau politique national et international. Ainsi, nous espérons avoir plus de répercussions au niveau politique international. Après avoir fait l'analyse comparative de la situation des femmes architectes et ingénieurs des 5 pays, quelles conclusions avez-vous tirées, si ce n'est pas trop tôt, bien évidemment ? Je peux vous montrer quelques éléments qui sont le fruit de notre analyse, mais je n'ai pas encore vraiment toutes les données. Il y a encore des données qui manquent.
Pour ce qui est de l'Autriche, bien que nous ayons 50% de femmes qui fassent des études, il ne reste dans la vie active plus que 15% de femmes qui pratiquent. Mais il n'y a que 50% d'hommes qui travaillent dans ce domaine, ce qui montre que la situation est une des pires parmi les pays européens. C'est vrai, cette donnée fera partie de votre compte-rendu final. Oui, nous espérons qu'avec toutes les données que nous aurons, nous comprendrons le type de mesures nécessaires pour mener vers plus d'égalité dans notre profession et quel type de recommandations nous pourrons donner. Vous avez aussi un site web sur lequel vous allez présenter les résultats et les bonnes pratiques à mettre en place pour l'égalité. Pouvez-vous nous parler de certaines d'entre elles? Oui, je peux vous montrer aussi le site. Et comme je vous disais précédemment, nos partenaires présentent leurs bonnes pratiques permettant de promouvoir les femmes architectes. D'après moi, Catherine Guyot, le meilleur exemple français est celui du prix des femmes architectes que vous organisez. Pour l'Autriche, un des exemples que j'aime particulièrement est une exposition itinérante que nous avons conçue de manière analogique, qui doit être vue dans de nombreux endroits différents comme Vienne, Graz, Ljubljana et même Istanbul. Je peux vous présenter l'invitation pour Istanbul si vous voulez, car elle est très belle. Maintenant, à cause du coronavirus, nous venons à peine de créer la version digitale de l'exposition qui représente des travaux des femmes architectes. Nous ont fait aussi voir l'augmentation des réalisations faites par les femmes architectes dans différents endroits. Le message de cette exposition est simple, c'est de faire voir les constructions réalisées par les femmes et de montrer qu'elles sont nombreuses. Vous faites partie d'un réseau autrichien avec les femmes de Linz. Toutes les réunions sont passionnantes. Pouvez-vous nous en parler? En effet, tous les ans, nous organisons une réunion. Cette année, c'était à Linz, l'année d'avant à Vienne, et nous organisons des cours. Nous visitons les bâtiments réalisés par les femmes et nous faisons du réseau. L'année dernière, nous étions bien moins nombreuses à cause du coronavirus, mais nous espérons le refaire. C'est une initiative merveilleuse. J'ai aussi participé à une réunion d'architectes allemandes. Pouvez-vous nous dire deux mots? Il semblerait qu'il y ait un congrès en juin 2021 à Berlin, n'est-ce pas? Mais oui, je pense que les Allemandes sont très bien organisées. Elles font de grands événements à Francfort. L'année dernière, nous étions vus, et cette année à Berlin. Je pense que si l'on continue à se rencontrer entre femmes architectes de tous les pays, on pourra mieux se connaître et essayer de valoriser les bonnes initiatives de chaque pays, ce qui est exactement l'intention du projet Yes We Plan. Pensez-vous que la parité est en bonne voie dans notre pays, dans votre pays? Concernant notre pays, ma profession, je dirais que nous sommes dans une bonne direction. Mais il y a toujours de gros problèmes pour les femmes. Si une femme veut réussir et avoir du succès, elle doit se consacrer
jusqu'à... Et je pense que nous devons prendre conscience que la vie se compose de différents éléments, et particulièrement de prendre soin de soi et des autres. Il faut que cela devienne une partie plus importante de la vie aux yeux de la société. Je pense qu'en tant que femme architecte, nous devons être jugées sur notre force, notre talent, nos compétences et pas notre genre. Nous avons besoin d'échanger sur nos expériences selon les différents pays pour apprendre les unes des autres. C'est à cela que nous devons nous atteler. De nous connecter les unes aux autres. Nous avons besoin d'échanger et d'apprendre les unes des autres. Nous sommes sur la bonne voie, mais ce n'est pas encore complètement réussi. Elle est inquiète que dans sa propre vie, elle ne verra jamais l'égalité professionnelle arriver. Pouvez-vous nous donner des recommandations pour améliorer la condition des femmes architectes dans leur profession? La situation des femmes ne changera pas tant que les hommes ne s'impliqueront pas sur ce thème. Tant que l'argent décidera que la femme doit rester à la maison s'occuper des enfants, tant que la société entière ne changera pas. Pour vous illustrer cela, je vous donne un exemple assez remarquable de l'injustice et de la différenciation des genres dès le plus jeune âge. Selon une étude de la Banque d'Autriche, les petits garçons autrichiens reçoivent 41 € d'argent de poche par mois, tandis que les filles reçoivent que 34 €, c'est-à-dire qu'elles reçoivent 20% de moins. Ça veut dire donc, cela donne une idée très claire de comment est faite la société